Très bien. C'est bon, madame, D'accord. ça s'enregistre, c'est bon. Oui, mais elle est où ma présentation? Elle a disparu. On la Voilà. voit toujours, ça il suffit de rouvrir PowerPoint maintenant. Revenez sur PowerPoint. Alors, PowerPoint. Mhm. D'accord. Très bien. D'abord, je fais le plein écran. Exactement. C'est bon, ça s'enregistre? Oui, ça Alors, s'enregistre et d'accord, très bien. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je dois remercier Safia Warraq, qui m'a vraiment aidé pour ces diapositives et cette animation. Donc, merci beaucoup, Safia. Merci à vous, ça fait un plaisir. Donc, l'échocardiographie, en fait, pourquoi on l'a fait? On l'a fait, bien entendu, pour avoir un diagnostic, mais aussi pour traiter et surveiller le traitement. Mon topo d'aujourd'hui, donc, c'est surtout pour voir pourquoi on fait l'échocardiographie en cas d'insuffisance cardiaque et comment on peut gérer le traitement d'un patient qui a une insuffisance cardiaque. Donc, à travers des observations, donc, je vais détailler ces éléments. Tout d'abord, concernant l'insuffisance cardiaque, on sait très bien que plus on avance dans l'âge, plus l'insuffisance cardiaque augmente et qu'au-delà de 70 ans, on est plus de 10% de la population à cette insuffisance cardiaque et qu'il y a plusieurs phénotypes d'insuffisance cardiaque, comme vous le savez tous, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et entre les deux, moyennement réduite quand la fraction est entre 40 et 49%. Alors, comme j'ai dit, à travers deux cas cliniques, je vais étayer un petit peu les données de l'échocardiographie. Premier cas, c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et le deuxième cas, à travers une observation d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Le premier cas, c'est un patient de 70 ans qui est tabagique chronique et qui est suivi pour une CMD depuis 5 ans. Il a une tension artérielle à 102 avec une fréquence cardiaque à 110. Vous voyez très bien qu'il est très tachycarde. Et surtout, il a des signes d'insuffisance cardiaque. Il a des râles pulmonaires de congestion, œdème et reflux hépatojugulaire. Son électrocardiogramme, donc il est très rapide, pratiquement 110 battements par minute, mais il garde un rythme sinusal. Le deuxième cas, c'est un jeune de 41 ans sans aucun antécédent. Il a été hospitalisé pour un trouble du rythme, donc une TV, qui était choquée à 150 joules et la tension après le choc était à 104, la fréquence cardiaque après le choc était à 88. Donc, il n'y avait rien à l'examen clinique. Et vous voyez son électrocardiogramme avant le choc, il était en TV, et après le choc, il était réduit avec une fréquence à 88. Avant de commencer, je dois faire un petit rappel concernant justement la physiologie ou la physiopathologie. Vous savez très bien que le débit cardiaque, donc c'est lui qui nous donne une idée du est-ce que c'est à fraction d'éjection préservée ou altérée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comment on calcule le débit cardiaque, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus utilisée dans le service, c'est effectivement la méthode au niveau du flux aortique. Mais l'essentiel, c'est que le débit cardiaque, c'est quoi? C'est un produit entre le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Au tout début, la fréquence cardiaque augmente et elle sera rapidement dépassée et c'est le volume d'éjection systolique qui va prendre la place. Ce volume d'éjection systolique, c'est quoi? C'est la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique qu'on mesure dans l'échocardiographie. Alors, le débit cardiaque, bien entendu, il doit dépendre de la précharge et de la post-charge. Pour la précharge, il y a le retour veineux pour le ventricule droit, les pressions de remplissage et la systole auriculaire pour le ventricule gauche. Pour la post-charge, c'est la résistance artérielle pour le ventricule gauche, les résistances pulmonaires et les pressions de remplissage pour le ventricule droit. Vous voyez bien qu'il y a une interaction entre le ventricule gauche et le ventricule droit, surtout concernant les pressions de remplissage. Et bien entendu, il y a la contractilité aussi bien du ventricule droit que du ventricule gauche. Et ce que je viens de dire, que la pression ou la précharge du ventricule gauche,
Donc, elle correspond à la post-charge du ventricule droit. On comprend très bien que ces deux ventricules travaillent donc avec des pré- et des post-charges qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la contractilité du ventricule gauche, la précharge du ventricule gauche, comme j'ai dit, est égale à la post-charge du ventricule droit. On va étudier la post-charge du ventricule gauche et la précharge du ventricule droit et la contractilité du ventricule droit. Pourquoi tous ces éléments? C'est pour voir un petit peu comment on peut traiter ce patient. On va détailler chaque partie à part. Je vais commencer par la contractilité et la fonction du ventricule gauche. Alors, dans la contractilité et la fonction du ventricule gauche, on va étudier le remodelage du ventricule gauche, la fraction d'éjection du ventricule gauche et d'autres paramètres pour avoir une idée de cette contractilité. Je commence par le remodelage du ventricule gauche. Le remodelage du ventricule gauche, on sait qu'il y a une altération de l'architecture du ventricule, et ceci est le reflet d'une hypertrophie des myocytes et la fibrose interstitielle. Et tout ça, tous ces éléments vont entraîner une altération de la configuration géométrique, ce qu'on appelle le remodelage. Effectivement, donc, selon cette étude, un cœur normal donc, représente à peu près la moitié des cas. Il y a un remodelage concentrique. Au tout début, donc il n'y a pas encore d'hypertrophie, on ne parle pas encore d'hypertrophie, on parle de remodelage. Et ce remodelage concentrique, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans l'hypertension artérielle. Au tout début, le cœur commence un petit peu à s'hypertrophier pour battre ou combattre des résistances élevées au niveau de l'hypertension artérielle, sans pour autant qu'il y ait d'altération au niveau de la fonction. Et puis, il y a l'hypertrophie concentrique. C'est vrai, c'est rare, c'est quand la paroi est très épaisse. Et l'hypertrophie excentrique, là, c'est ce qu'on voit effectivement le plus fréquemment dans l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a une hypertrophie excentrique avec une masse en général qui va augmenter. Maintenant, comment on peut évaluer cette paroi, donc excentrique ou concentrique? Il y a cette formule. Donc, on prend 2 fois la paroi postérieure qu'on divise sur le ventricule gauche en télédiastole. Et on a ce cutoff inférieur à 0,42 ou supérieur à 0,42. Inférieur à 0,42, il n'y a pas vraiment d'hypertrophie importante, mais on va tenir compte, bien entendu, du ventricule gauche. Et l'hypertrophie concentrique ou le remodelage concentrique quand cette paroi est supérieure à 0,42. On va revenir tout à l'heure sur ça. Pourquoi ça? C'est important parce que, comme vous voyez, plus on va vers les VG hypertrophiés ou l'hypertrophie excentrique, plus il y a de décès, plus il y a de réinfarction, plus il y a d'insuffisance cardiaque, plus d'AVC, etc. Donc, ce sont des éléments de mauvais pronostic. Alors, comment on peut mesurer ce ventricule gauche? Les guidelines, donc, nous recommandent soit par TM, soit par 2D. En fait, le TM, on ne peut le faire que c'est un sujet normal. Et encore plus, si on peut avoir un alignement correct avec le ventricule gauche, c'est-à-dire on doit être exactement perpendiculaire avec le ventricule gauche. On ne peut pas le faire pour les cœurs pathologiques, encore moins pour l'insuffisance cardiaque ou les cardiopathies ischémiques. On préfère, bien entendu, le 2D et là, on peut mesurer le septum, le ventricule gauche et la paroi postérieure et on ne va pas être limité par être perpendiculaire ou pas par rapport à la sente. Donc, c'est important de le mesurer en 2D. La taille, la masse et la géométrie, on peut les avoir par ce qu'on vient de voir, par le mode TM, par le 2D, donc on peut avoir la taille du ventricule gauche systolique et diastolique, la paroi ou l'épaisseur de la paroi, l'épaisseur relative de la paroi, la masse ventriculaire gauche en général, l'ordinateur peut le donner et déduire pour l'hypertrophie et la sphéricité.
Donc, les valeurs normales à retenir, c'est qu'on parle de pathologie quand le diamètre télédiastolique du VG est supérieur à 31 mm par mètre carré chez l'homme, supérieur à 32 chez la femme, l'épaisseur relative de la paroi du ventricule gauche supérieure à 0,42 pour parler d'hypertrophie, l'index de la masse du ventricule gauche supérieur à 110 pour la femme et supérieur à 134 pour l'homme, et la forme sphérique du ventricule gauche, c'est quand le rapport, le grand axe sur le petit axe, est inférieur à 1,5. Donc, ce sont des éléments à chercher pour dire comment est la masse, comment est la taille et comment est la géométrie du ventricule gauche. Le deuxième élément, c'est la fraction d'éjection. C'est important. Et quand vous voyez sur cette étude, la fraction d'éjection qui a été évaluée avec le cathétérisme, on voit très bien que c'est la formule modifiée Simpson qui a la plus de corrélation à 0,76, alors que les autres avaient une corrélation moindre. C'est pour ça que les recommandations européennes et américaines recommandent la méthode Simpson-Biplan. Donc, et encore plus, cette méthode est recommandée avec les innovations technologiques, la seconde harmonie, avec le développement de l'échographie de contraste, et aussi, il y a certains appareils qui peuvent donner un traçage automatique qu'on peut modifier manuellement. Donc, ce sont des éléments qui nous aident pour évaluer la fraction d'éjection. Cependant, il y a quand même des limites, surtout la reproductibilité, qui sont directement liées au remodelage du ventricule gauche et aussi des conditions de charge qui peuvent surestimer ou sous-estimer cette fraction d'éjection. Donc, la méthode de mesure du volume du ventricule gauche chez notre patient, donc en 4 cavités, donc on avait 41%, mais quand on a sommé les 4 cavités et les 2 cavités, on est tombé à 28% de fraction d'éjection par Simpson. Il y a d'autres méthodes en cas d'impossibilité d'avoir cette méthode, c'est le calcul du volume VG basé sur le modèle cylindrique, mais à la condition que la forme du VG soit cylindrique. Donc, on prend le grand axe, la longueur du VG et la surface, et on calcule le volume par cette formule, donc 5 sur 6 multiplié par l'air multiplié par la longueur, et la fraction d'éjection, donc on va faire ça en diastole et en systole, et on peut estimer là, par cette méthode, ça si on n'arrive pas à avoir une bonne visualisation de l'endocarde, et donc on peut estimer le VG par cette méthode. Le contraste facilite les choses. Malheureusement, on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas le produit, le Synoview, pour avoir ce contraste. Mais par contre, on peut on peut faire le strain. Alors, le strain, je vais revenir tout à l'heure pour dire que le strain, c'est vrai qu'il est utile, surtout quand la fraction d'éjection est correcte. Là, on sait très bien déjà que la fraction d'éjection est basse. Donc, le strain ne va être utile que pour la surveillance du patient. Mais pour dire qu'il y a une fraction d'éjection basse ou pas, on l'a déjà avec le 2D. Et donc le strain, bien entendu, il va nous donner une idée sur la contractilité en longitudinal, en radial et en circonférentiel. Et quand vous voyez sur cette bull eyes ou cet œil de bœuf, on voit les différentes parties du cœur, et il nous donne la contractilité pour chaque segment du cœur. Je vais revenir sur ça pour la fraction d'éjection préservée. Et il y a de nouvelles technologies, en plus du contraste, il y a le modèle 3D, donc, qui ne dépendra pas de la géométrie, et que l'image est meilleure, et il y a moins d'interactions inter- et intra-observateurs, et on peut avoir une meilleure fraction d'éjection. Les avantages de 3D, donc, il ne repose pas sur les assumptions géométriques, il est plus précis et plus reproductible pour la fraction d'éjection. Pour notre patient, donc on l'a estimé un petit peu
sa fraction d'éjection en 3D. Et comme vous voyez, donc on arrive à peu près à la même chose, on est à 29%. Alors, qu'est-ce qu'il recommande pour la mesure de la FEVG? On la calcule par la méthode de sommation des disques biplans. C'est la méthode Simpson modifiée. Si on ne peut pas avoir une bonne visibilité de l'endocarde, on peut faire par la méthode surface-longueur. Et si on a de la chance d'avoir du synoview, on peut le faire avec la méthode de contraste. Et encore plus, si on a la 3D ou la 4D, on peut la faire et qui donne de meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres pour mesurer, pour voir la contractilité? Toujours, on est dans la contractilité du VG. Il y a l'indice de T qu'on peut faire par Doppler pulsé et on se met à cheval entre le flux aortique et le flux mitral et on va analyser ces différents temps que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ici, on voit le flux aortique et en haut, en bleu, on voit le flux mitral. Donc, l'indice de T, en fait, c'est la somme du temps de relaxation isovolumique et le temps de contraction isovolumique et le temps de la relaxation isovolumique sur le temps d'éjection. En d'autres termes, toute la systole, depuis la fin de l'onde A jusqu'au début de l'onde E, donc on va retrancher le temps d'éjection et on va le faire sur le temps d'éjection. C'est-à-dire quoi? Plus ce temps d'éjection est court, plus la contractilité est mauvaise. C'est-à-dire plus le temps de contraction isovolumique et ou la relaxation isovolumique sont allongés, plus la contraction est mauvaise. Donc, c'est un indice très intéressant qu'on peut avoir. Et le cutoff, c'est pathologie quand c'est supérieur à 0,47. Pour notre patient, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon. Alors, on peut aussi mesurer par la surface par l'onde S au niveau de l'anneau mitral. L'onde S au niveau de l'anneau mitral n'est pas très utile quand la fraction d'éjection est très basse parce que on va être dans la zone de filtrage et on va très mal voir les pics des différents paramètres. C'est pour ça que quand la fraction reste relativement correcte, on peut l'utiliser, mais quand elle est trop basse, elle est difficile. Sa valeur normale est aux alentours de 10 cm/s. Donc, on peut le mesurer sur 4 sites et on fait une moyenne. Si cette moyenne est inférieure à 8 cm/s, donc la fraction d'éjection est inférieure à 50%. Voilà, donc pour notre patient, effectivement, on a le S au niveau latéral et qui est égal à 0,07 et je n'ai pas le septal, non. On peut estimer aussi par le MAPS. Le MAPS, donc on va mesurer l'amplitude de l'anneau mitral qui a le même travail que le S'. Donc, quand le MAPS est inférieur à 8, la FEVG est inférieure à 50. Quand il est supérieur à 10, donc il a une bonne fraction d'éjection. C'est notre patient, vous voyez bien que son MAPS est relativement abaissé. On a une valeur à 0,7 cm. Un autre paramètre qui est important, c'est le rapport dP sur dt qui va nous donner une idée de la contractilité du ventricule gauche. Mais là, il faut absolument avoir une fuite mitrale. Si on n'a pas de fuite mitrale, on ne peut pas l'estimer. Comment on peut l'estimer? On prend la distance entre 1 mètre et 3 mètres. Donc, c'est distance qu'on mesure et on connaît le gradient de pression entre 1 mètre et 3 mètres est égal à 32. Donc, la valeur, comme on le calcule, c'est 32 divisé par cette distance. La valeur normale doit être supérieure à 1200. Chez notre patient, elle est aux alentours de 500 mm de mercure par seconde. Donc, je reviens un petit peu à notre patient. Donc, notre cas clinique, il a une FEVG inférieure à 29%. On a trouvé 28% et 29%.
L'onde S de l'anneau mitral était altérée, 7 cm seconde. Le MAPS aussi était altéré, inférieur à 8. dP sur dt aussi était bas. Et finalement, l'indice de T qui était aussi élevé à 0,77. Donc, voilà ce qu'on a trouvé pour la contractilité fraction du VG. Il faut évaluer maintenant la précharge du ventricule gauche. Parce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le malade, notre patient, a une insuffisance cardiaque. Et c'est vrai qu'il a des signes d'insuffisance cardiaque qui sont clairs, mais des fois, on n'a pas des signes d'insuffisance cardiaque très clairs. Donc, il faut chercher quoi? Il faut chercher la... Pardon. Ah oui, d'accord. Donc, il faut chercher les pressions de remplissage. Je continue d'abord avec notre patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, notre jeune patient de 41 ans, on l'a vu, effectivement, il a une belle fraction d'éjection, 56%, et une masse, vous avez donc qui est aux alentours de 131, qui est tout à fait normale, donc limite supérieure à 134. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur cette image. Et on a complété par le 3D, donc on trouve une fraction d'éjection aux alentours de 53%. Donc on peut dire bien que notre patient a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Bon, on ne peut pas dire maintenant insuffisance cardiaque, il faut compléter. Il faut compléter par quoi? Par le strain. Donc c'est un élément qui est important. Et qu'est-ce que ça veut dire le strain? C'est l'allongement ou le raccourcissement d'un segment et qu'on peut faire, on peut le mesurer par la méthode de speckle tracking, c'est-à-dire on va détecter et on va suivre un marqueur donc tout au long de la contraction du myocarde. Alors, pourquoi le strain est important, surtout pour la fraction d'éjection préservée, comme vous voyez dans ce graphique, le strain, donc on voit très bien qu'il commence déjà à s'altérer alors que la fraction d'éjection reste conservée. Alors que la fraction d'éjection reste normale. Donc elle ne commence à s'altérer que très tardivement. C'est pour ça que la déformation longitudinale par le strain longitudinal est plus sensible que la fraction d'éjection. On le voit aussi dans ce travail. Ici, la fraction d'éjection, la mortalité n'est pas très bien claire avec la fraction d'éjection. Par contre, elle est beaucoup plus parlante quand il s'agit de mesurer la fraction d'éjection par la méthode de strain. Donc, il est beaucoup plus sensible que la fraction d'éjection. Bon, bien sûr, il y a toujours des limites, c'est la variabilité entre les fabricants. Chaque fabricant a des valeurs, c'est pour ça qu'il faut travailler toujours sur le même appareillage. Donc, comme vous voyez ici, les fabricants, vous voyez bien, les valeurs sont tout à fait variables. Il y a une variation inter- et intra-observateur, donc il faut un petit peu de l'expérience. Donc, il y a toujours une variabilité entre les observateurs et le même observateur peut donner des variations. Et aussi, ça, on en a parlé, c'est que ça dépend des conditions de charge. Il faut absolument en tenir compte. Notre patient, donc on lui a fait effectivement le strain. Voilà ce qu'on trouve dans son strain. Et quand vous voyez, donc grossièrement, il y a beaucoup de rouge et on a un strain longitudinal aux alentours de -17, donc qui n'est pas très altéré. Alors, ce -17 correspond à quoi? Selon cette comparaison, donc on est ici, on est dans la zone grise, c'est-à-dire on est entre -18 et -16, ce qui correspond à la fraction d'éjection entre 50 et 60. Donc, il est bien corrélé à la fraction d'éjection. Et il a une meilleure reproductibilité que la fraction d'éjection. Après avoir vu la contractilité du VG chez le patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et préservée, on va essayer d'étudier la précharge pour les deux. On va commencer par les pressions de remplissage
et puis on parlera des pressions pulmonaires. Donc, l'évaluation de la fonction diastolique du ventricule gauche se basera sur l'analyse du flux mitral, E', E sur E', la mesure de la taille de l'oreillette gauche, l'analyse du flux de l'insuffisance tricuspidienne. Donc, quand vous voyez sur ce schéma, effectivement, le pic de l'IT, au niveau de l'anneau mitral, le flux mitral, et voilà les paramètres, donc les cutoffs des paramètres. Le flux mitral, on va commencer par le flux mitral, on peut avoir les trois possibilités. Soit qu'on a E sur A inférieur à 0,8, mais avec une petite onde E, inférieure à 50, soit qu'on a un E sur A entre 0,8 et 2, mais avec une onde E supérieure à 50, soit qu'on a E sur A supérieur à 2 avec un temps de décélération qui est très court. Donc, en faisant le flux mitral, on peut avoir un de ces trois paramètres. Quand on est dans cette zone, c'est-à-dire quand on est dans la valeur normale ou pseudo-normale, on peut s'aider par la manœuvre de Valsalva en faisant une expiration à glotte fermée pour faire ressortir s'il y a des pressions élevées. Si les pressions sont élevées, on aura une inversion de ce rapport E sur A, quand vous voyez ici, sur ce patient. Donc, E était supérieur à A. Avec la manœuvre de Valsalva, il y a cette inversion. Et cette inversion, quand elle dépasse les 50%. Alors ça, c'est vraiment très rarement qu'on trouve, et surtout quand le malade est relativement lent, on peut trouver une onde L. Si il y a cette onde L, on peut signer qu'il y a une élévation des pressions de remplissage. Alors, l'algorithme, selon qu'on ait des pressions élevées, selon qu'on ait de fraction d'éjection normale ou basse, on commence par le flux mitral. E sur A avec E donc inférieur à 50 ou E sur A supérieur à 2. Donc, je vais plus détailler ce graphique dans la prochaine diapositive. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens aux cas cliniques, aux deux cas cliniques. Donc, le premier cas, on sait qu'il y a une fraction d'éjection altérée. Maintenant, il faut évaluer ces pressions de remplissage. Vous allez me dire, les pressions de remplissage, on le sait, il est en insuffisance cardiaque. Je vous donne raison, tout à fait, mais des fois, on n'a pas ces signes d'insuffisance cardiaque nette ou quand les pressions de remplissage précèdent les signes cliniques. C'est pour ça qu'il faut les guetter en premier. Alors, comment on peut évaluer notre patient? Comme il était rapide, on a eu une fusion de E et A, quand vous voyez, avec une grande onde E, 1,20 mètres secondes. Donc, il faut qu'on complète pour savoir comment est l'onde A. Bien sûr, c'est E sur E', et on va mesurer E' au niveau septal et E' au niveau latéral. Et quand vous voyez, au niveau septal 0,06, au niveau latéral 0,08, on a fait la moyenne et on trouve bien que cette moyenne est effectivement supérieure à 14, donc on est à 17. Donc, les pressions sont bien élevées chez notre patient. Alors, je reviens à notre deuxième cas clinique pour évaluer ces pressions de remplissage. On va faire la même chose. Vous allez voir que effectivement, ce rapport E sur A est supérieur à 1. Mais bon, on n'a pas ce flux restrictif. Et on a mesuré le rapport E sur E' et la moyenne, c'est 6,5. Donc, vous allez me dire toujours que les pressions ne sont pas élevées. Mais il faut continuer par le Vmax de l'IT, vous voyez, qui est très élevé, qui dépasse 4 mètres. Et surtout, ne pas oublier le volume de l'OG. Alors, un bémol au niveau du volume de l'OG, pour le mesurer, il faut être vraiment dans le grand axe de l'OG. Quand on est dans le grand axe du ventricule gauche, on n'est pas vraiment dans le grand axe de l'oreillette gauche. C'est pour ça qu'il faut faire bouger sa sonde pour pouvoir avoir ce grand axe de l'oreillette gauche et mesurer le volume dans 4 cavités, en 2 cavités. Et quand ça dépasse les 34 ml par mètre carré, on est dans des pressions élevées. Donc, il faut absolument avoir ces différents paramètres avant de conclure que les pressions sont élevées ou pas.
On peut s'aider par le flux veineux pulmonaire. Donc, c'est rare qu'on le fait, mais des fois, on peut bien voir les veines pulmonaires. Donc, quand le S sur D, quand le S supérieur à D, donc c'est normal. Quand il y a une inversion, donc c'est pathologique. Bon, la vitesse de propagation du flux transmitral, donc vous pouvez l'oublier parce qu'elle est très faiblement reproductible et très peu on peut l'utiliser. Alors, le strain de Loger, c'est vraiment l'avenir. L'avenir parce que ça va nous apporter d'autres éléments et surtout ce qu'on appelle le réservoir de l'oreillette gauche. Donc, c'est l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas encore d'expérience dans ce sens. Toujours dans la précharge du ventricule gauche ou aussi la post-charge du ventricule droit, il faut estimer la pression artérielle pulmonaire et la résistance pulmonaire. Pour estimer, bien sûr, on a l'IT, mais des fois, on n'a pas l'IT. Alors, comment on peut apprécier l'élévation des pressions pulmonaires par plusieurs méthodes. Si on a une IP, une insuffisance pulmonaire, donc on peut estimer la PAPS par cette formule. On prend 3 fois la pression artérielle pulmonaire moyenne, moins 2 fois la pression artérielle pulmonaire diastolique, et on peut avoir cette pression artérielle pulmonaire systolique. On peut l'estimer par le TAP qu'on utilise tout le temps. Effectivement, quand il est supérieur à 100, quand il est inférieur à 100 millisecondes, donc c'est que les pressions sont élevées. On peut estimer la résistance pulmonaire en mesurant le Vmax sur la VTI, et quand ce rapport est supérieur à 0,2, c'est que les pressions sont élevées. Et aussi, on peut avoir une idée des pressions et des résistances élevées quand on a cette encoche qu'on appelle la notch au niveau pulmonaire. Et ça détermine non seulement l'augmentation des pressions, mais ça détermine aussi qu'il s'agit d'une augmentation des pressions précapillaires. Donc, je reviens un petit peu à mon tableau de tout à l'heure, mais cette fois-ci modifié. Modifié, donc il y a Erika Bergel qui a fait un très beau papier en donnant certaines modifications et certains changements concernant l'algorithme d'évaluation des pressions. Tout d'abord, il appelle ça l'évaluation de pression de l'OG et la pression télédiastolique du VG, et non l'élévation des pressions du VG, parce que donc il y a 2 éléments pour estimer ces pressions, soit c'est l'OG, les pressions au niveau de l'OG qui est élevée, soit au contraire, c'est les pressions du ventricule gauche qui est élevée, et par conséquent, la PTD-VG est élevée. Donc, bien entendu, ces éléments ne sont pas valides quand il s'agit de flux mitral, de fibrillation atriale, de pacemaker, d'un bloc de branche gauche, d'anomalie mitrale ou des calcifications. On a 3 cas de figure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, E sur A inférieur à 0,8 avec E inférieur à 50, on peut signer que la pression de l'OG est normale. La deuxième possibilité, on a E sur A supérieur à 2, Erika Berger propose 2,5, plus que 2, pour être sûr, et propose aussi un temps de décélération inférieur à 150. Quand on a ces paramètres, la pression au niveau de l'oreillette gauche est haute. Maintenant, on est dans le cas de figure entre les deux, c'est-à-dire E sur A inférieur à 0,8 et supérieur, E supérieur à 50, ou entre les 0,8 et 2. Il propose, lui, 4 critères au lieu de 3. Alors, le premier critère, c'est E sur E' moyenne supérieure à 14. Il n'a rien changé là. Le deuxième critère, c'est la Vmax supérieure à Vmax de vitesse supérieure à 2,8. Des fois, on n'a pas vraiment, on n'a pas d'IT. Est-ce qu'on peut dire que les pressions ne sont pas élevées? Non. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose les autres paramètres que je viens de citer, chercher une pression artérielle pulmonaire élevée par les autres éléments, soit par les résistances, soit par l'IP, soit par le TAP, etc. Donc, il faut utiliser les autres paramètres pour dire pression élevée ou pression non élevée. Et puis, le volume de l'oreillette gauche indexé,
Lui, il propose, bon, c'est 34 millilitres par mètre carré, c'est clair, mais ce qu'il propose, c'est que pour les obèses, on n'arrivera jamais à 34 s'ils sont obèses. Il a proposé le chiffre de 28 chez l'obèse. Et il a ajouté un dernier élément qui est la différence entre la distance au niveau A pulmonaire et A mitral. Et cette distance entre A pulmonaire et A mitral est importante pour évaluer la PDDVG, c'est-à-dire la pression au niveau du ventricule gauche. Quand cette différence est inférieure, c'est-à-dire le P est inférieur à mitral, donc on peut dire que c'est normal. Quand c'est entre 0 et 30 millisecondes, probablement élevé. Mais par contre, quand c'est supérieur à 30, est trop élevé. Vraiment, est très probablement élevé. Vous voyez bien que l'estimation des pressions n'est pas aussi facile et il faut travailler, et il faut chercher les autres éléments pour, avant de dire, de conclure, pression élevée ou pression non élevée. Alors, je reviens un petit peu à mon cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, actuellement, il y a de nouvelles recommandations qui sont sorties, qui se basent non seulement sur les cliniques, mais l'échographie et la biologie, et proposent des scores, soit bas, soit intermédiaires, soit high. Et ces scores dépendront de la fonction échographique, de la morphologie échographique, des biomarqueurs en rythme sinusal ou en FA. Et vous voyez bien, quand c'est un critère majeur, c'est 2 points, un critère mineur, c'est 1 point. Et si on prend un cas où on a déjà donc, des pressions élevées, plutôt le rapport E sur E' supérieur à 15 et une IT supérieure à 2 points, on est déjà à 4 points. Donc, il suffit d'avoir un BNP et on peut dire que, c'est-à-dire qu'il est presque sûr qu'on sait clair. Maintenant, il faut l'utiliser quand ce n'est pas clair, quand on est en intermédiaire. Donc là, effectivement, on peut utiliser ce tableau pour estimer les pressions de remplissage. Alors, après avoir vu la contractilité du VG, la précharge du VG et la post-charge du VD, la post-charge du VG. La post-charge du VG est importante. Il faut tenir compte, surtout, effectivement, pour si on veut estimer par le strain ou si on veut estimer la fraction d'éjection. Donc, elle est facile à faire. On l'estime en mesurant la pression artérielle moyenne, qui est égale à la pression systolique plus 2 fois la pression diastolique, divisée par 3. La valeur normale doit être aux alentours de 70 mm de mercure. Et on peut l'estimer par l'échographie. Donc, c'est le gradient maximal de l'IM, si on a une IM. Dans notre cas, on a 100,9. Et souvenez-vous, notre patient avait une tension artérielle à 101 mm de mercure. Donc, c'est un paramètre très utile pour traiter le malade. Pourquoi? Parce que des fois, on a des chiffres qui sont très élevés et ces patients nécessitent plutôt des vasodilatateurs plutôt que des diurétiques. Donc, il faut voir et estimer et traiter cette post-charge afin que le ventricule gauche ne va pas combattre une pression élevée. Alors, après avoir vu cette post-charge, quelle est la précharge? La précharge du ventricule gauche. Le ventricule gauche, donc on va l'estimer par le retour veineux. La veine cave inférieure, vous savez tous comment on l'a mesurée. Quand elle est inférieure à 20, donc elle est correcte, et avec une compliance, c'est-à-dire une différence entre la systole et la diastole qui dépasse 50%. Quand la veine cave est supérieure à 20 ou quand elle est inférieure à 50%, c'est que le retour veineux ou la précharge est élevé. Et on l'estime aussi par la surface de l'oreillette gauche qu'il faut mesurer. Donc, quand elle est supérieure à 18 cm², c'est qu'il s'agit d'un retour veineux qui est élevé. Maintenant, la contractilité est la fonction du VD. On peut l'estimer par plusieurs paramètres, par la fraction de raccourcissement du VD, l'onde S', le TAPS, l'indice de T, la pente de la contraction isovolumique, dP sur dt, le strain et la fraction d'éjection en 3D. Donc, sachant bien que si on trouve un des éléments altérés, on ne peut pas signer à coup sûr qu'il s'agit d'une diminution de la contractilité du VD. Il faut bien entendu tenir compte de la précharge et tenir compte de la post-charge. C'est important. Alors, la fraction de raccourcissement, donc, on sait le faire. On mesure la surface en télédiastole et la surface en télésystole
Et normalement, la valeur normale doit être aux alentours de 46. Et maintenant, si on a une fraction de raccourcissement inférieure à 35, on peut dire qu'il s'agit d'une dysfonction du VD. Deuxième paramètre, c'est le TAPS et le S'. C'est ce qu'on utilise fréquemment, sachant bien qu'un des éléments est suffisant. Bon, on les fait tous les deux, c'est pour être sûr qu'ils sont concordants. Donc, on mesure le TAPS. Quand il est inférieur à 17, c'est une dysfonction. Et le S' quand il est inférieur à 10, c'est une dysfonction. Le DTI au niveau de l'anneau mitral, ce DTI est très important et très intéressant. On peut très bien le décortiquer parce qu'on peut voir non seulement la systole et la diastole, donc la systole commence depuis le début de la contraction jusqu'à la fin de la relaxation isovolute. La diastole commence depuis le début de l'onde E jusqu'à la fin de l'onde A. Et dans la systole, vous voyez bien qu'elle est partagée en 3 paramètres. Donc, on a la contraction ou le S', on a le pic de la contraction isovolumique et on a la relaxation isovolumique. Donc, je vais un peu détailler ces éléments qui sont importants. C'est l'indice de T. L'indice de T, on en a déjà parlé tout à l'heure au niveau mitral, en mesurant le flux aortique et le flux mitral. Mais on peut aussi le mesurer par cette méthode. Et cette méthode, c'est le même principe. C'est-à-dire que plus l'onde S' est courte, c'est-à-dire la durée de la contraction ou de l'éjection, pardon, est courte, plus la pression est élevée. Et plus cet indice, la contraction isovolumique et relaxation isovolumique sont allongés, plus la contractilité est mauvaise. Donc, on peut l'estimer par ce rapport, donc depuis le début jusqu'à la fin de la systole, sur le temps d'éjection qui est la durée de l'onde S'. Et la valeur normale est supérieure à 0,55. Aussi, la pente de contraction isovolumique ou isovolumétrique aussi qui est très importante. On prend la distance, d'abord le pic, l'accélération, le CI, sur cette distance et plus donc cette distance qui doit être normalement inférieure à 1,8. Alors, pour résumer, la dysfonction du VD, si on a plus de 2 paramètres, soit la surface, le S' inférieur à 10, soit le TAPS inférieur à 17, soit S' et TAPS, je peux dire c'est un seul paramètre parce qu'il étudie la même chose. Fraction de raccourcissement inférieure à 35%, l'accélération de la contraction isovolumique inférieure à 2,2 mètres secondes carrés, indice de T supérieur à 0,55, le strain du VD inférieur à -20, la fraction d'éjection du VD inférieure à 45, en fait plus juste inférieure à 35. Et bien sûr, il faut tenir compte de la post-charge et de la précharge du VD avant de dire que c'est la contractilité intrinsèque du VD qui est altérée. Pour finir, je vais finir par les sondes, par l'écho thoracique. Il faut savoir la faire, encore plus quand il s'agit d'une insuffisance cardiaque aiguë. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit un petit peu ces lignes, les lignes B, ou ce qu'on appelait les comètes, et on les compte. On les compte au niveau des différentes régions du thorax. Et quand ça dépasse les 30, on parle d'insuffisance cardiaque sévère. Bon, quand ils sont inférieurs à 5, on peut dire qu'il y en a pas. Qu'est-ce que je peux conclure? C'est que d'abord, quand on veut estimer, quand on veut faire l'échocardiographie d'une personne qui a une insuffisance cardiaque, on estime la FE. On estime la FE par la méthode de Simpson, c'est la meilleure. S'il est altéré, donc il faut aller chercher est-ce que les pressions sont normales ou élevées. Et ceci par les différents paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, concernant la pression d'éjection préservée, donc, on ne peut rien dire, il faut compléter soit par le strain, par le dP sur dt, par le T. Et on peut effectivement, il faut aller bien entendu chercher les pressions de remplissage, elles sont normales ou élevées, par ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et dans les deux cas, il faut évaluer la contractilité du VD et la post-charge et la précharge du VD par ces différents paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, et je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. Comment faire? Est-ce que vous m'entendez? On voit aussi. Oui, Madame, on entend très bien. Ouais, très bien. Oui, Donc, voilà. j'ai arrêté l'enregistrement. Maintenant, est-ce Ça que vous avez... s'enregistre toujours, madame. Ah bon? Comment faire pour Vous arrêter? avez arrêté le partage. Quel partage? Ah, d'accord. Donc, j'arrête l'enregistrement. D'accord. Comment faire? Voilà, j'ai vu.